Bienvenue à Game of Thrones Québec, le podcast sur Westeros pour ceux qui savent déjà comment ça va finir, mais qui veulent en parler quand même. Bonjour à tous, je m'appelle Sat. Aujourd'hui, on continue dans Duncan Egg, A Night of the Seven Kingdoms, épisode 2. On a un autre épisode, peut-être un peu lent cette semaine encore, mais bon, comme on se disait, c'est dans l'esprit de Duncan Egg. Ça fait partie de l'histoire, c'est pas quelque chose de rapide, de carabiné. Pour ma part, je suis encore très content de l'épisode qu'on a eu. C'est bien adapté, c'est encore très fidèle au livre. Il y a beaucoup de choses à établir dans l'histoire, beaucoup de choses dans la situation de l'univers de Song and Fire qui se met en branle petit à petit, qu'on nous présente. C'est un épisode intéressant, justement. Il y a plusieurs nouveaux personnages importants qui nous sont présentés. La famille Targaryen, surtout. C'est son entrée dans l'histoire. C'est important, disons. On a notre première scène d'action aussi dans l'épisode, le tournoi. Et justement, wow, quel spectacle. Vraiment, là, c'est impressionnant. C'est épeurant. On va y revenir un petit peu plus tard. L'épisode de cette semaine avec pour titre Hard Salt Beef. Hard Salt Beef, c'est un petit peu comme du jerky finalement. Là. C'est la nourriture de base dans Westeros, on va dire, pour les voyageurs, pour les Edge Knights, entre autres, pour les commerçants à pied, probablement, dans le fond. Tout le monde qui se promène sur la route en cheval, qui dort à la Belle Étoile ou qui campe de temps en temps, ben, pour les commoners, pour les small folk, le hard salt beef, le jerky, la nourriture séchée en général, le pain sec, le hard cheese aussi, comme on dit souvent comme l'auteur dit souvent dans Game of Thrones, c'est la nourriture simple, c'est la nourriture commune. Euh, c'est pas compliqué. Puis justement, le hard salt beef, le jerky, ben c'est un petit peu comme un Edge Knight. C'est un petit peu comme Dunk finalement. Tu sais, c'est quelque chose de simple, de pas compliqué, mais qui fait la job, puis qui est efficace, puis rassasie, puis que tu es content d'avoir quand t'en as besoin. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Dunk prend un pas de recul. Dunk réfléchit par rapport à son ancien maître, à Sir Harlan Pennytree. Il réfléchit à sa figure de père, à la représentation que lui se faisait de cet homme-là, puis finalement de ce que cet homme-là était probablement en réalité. C'est-à-dire, non, probablement pas un Great Knight. Mais en même temps, donc, au cours de l'épisode d'aujourd'hui, puis du dernier épisode, il rencontre des Great Knights, entre guillemets. Il rencontre des High Lords, des nobles, qui, oui, sont riches, oui, sont connus, oui, sont bien placés dans la société, ils ont des réputations. Mais donc, à force de les côtoyer, il commence à se rendre compte que l'habit fait pas le moine. Le fait d'être noble, d'être bien né, d'être riche, fait pas en sorte que tu es un chevalier très, très noble au sens du terme, tu sais. Euh, Pennytree, dans tous ses défauts, dans toute sa normalité, était probablement plus un chevalier au sens héroïque, au sens noble de la chevalerie que la plupart des High Lords qu'on a vus, comme Dondarrion, comme Tully, qu'on va voir un petit peu plus tard, comme Ford, comme plusieurs qu'on voit finalement dans l'épisode, et qu'on se rend compte que oui, bravo, t'as un beau grand nom de famille, mais finalement, toutes les valeurs de chevalerie que Harlan a enseignées à Dunk, ils n'ont pas l'air de les représenter bien, bien, là, ces chevaliers-là. L'épisode commence partant avec une série de flashbacks qui nous illustrent un petit peu le background, la relation entre Dunk et Harlan. Bon, la première scène, c'est évidemment la scène de nudité frontale où est-ce qu'on voit
Harlan dans toute sa capacité. C'est un petit peu encore comme dans l'épisode 1, on dirait. Le but, c'est de choquer. Le but, c'est de donner un coup de poing avec une scène un peu intense, comme un peu la scène d'éjection qu'on avait dans l'épisode précédent. C'est un petit peu encore, je pense, pour rappeler que c'est pas du sérieux, disons, comme House of the Dragon ou comme Game of Thrones. Quand on voit tout nu, on voit sur son corps, d'ailleurs, les cicatrices un petit peu partout du corps, tu sais. C'est pas là-dessus, je pense que la plupart du monde ont focusé quand on a vu Sir Harlan dans toute sa timidité. Mais c'est quand même ce qui est le un peu plus important en dessous, là, finalement, là. C'est comme l'histoire de sa vie qui est sur le corps de ce monsieur-là. On voit les cicatrices sur ses bras, sur ses épaules, sur son torse, sur une de ses jambes. Il est magané, le monsieur, là. On voit qu'il s'est usé au service des autres toute sa vie. Ça revient un petit peu au conseil que Dunk a reçu des Hordes dans l'épisode précédent. Ce que la prostituée disait à Dunk, c'est ton corps, c'est ce que t'as. C'est ce que t'as comme outil, c'est ce que t'as dans la vie, c'est ce qu'on t'a donné, ce que les dieux t'ont donné. Fais-y attention, scrape-le pas pour des High Lords qui se foutent de toi, qui se crissent de toi puis qui vont t'oublier. La blessure sur le bras qu'on voit de Sir Harlan Pennytree un peu plus tard, euh, on commence à se demander si c'est pas la cause de sa mort, la façon que ça nous est présenté, là. On dirait que c'est infecté. Il essaye de le cacher un petit peu, de le bander un petit peu avec des tissus comme il peut. On voit que lui, il focus pas trop là-dessus. Il aime mieux penser à d'autres choses, se changer les idées. On le voit pas en parler à Dunk, montrer sa blessure. On voit pas non plus qu'il essaye vraiment d'avoir accès à un médecin, mais en même temps, la médecine dans ce temps-là, bon, avoir accès à un Meister, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, là. Il y a pas de façon si claire que ça ou si définie que ça pour des lowborn d'avoir accès à des Meisters comme ça. La blessure qu'on voit sur le bras, est-ce qu'elle aurait été infligée par Dunk? Ça, c'est une des théories. On les voit se pratiquer un petit peu plus tard avec Dunk un marteau ou une hache, je suis plus certain. Puis Sir Harlan a son bouclier puis un épée. On voit que Dunk, il se donne pour de vrai. Tu sais, il donne de la force là, tu sais, dans ses coups. Là, il a l'air d'y aller pour de bon. Mais en même temps, si un coup de marteau, un coup de hache comme ça passe tout droit, un éclat, une bonne graphine bien profonde, ça peut être assez pour faire une infection qui, dans la nature, dans le wild comme ça, sans avoir accès à des soins, sans avoir des tissus propres pour se bander, ben ça peut mener à une infection qui peut être assez dangereuse, qui peut mener même à la mort, là, finalement. Comme on s'était parlé dans l'épisode précédent, c'est pas clair dans les livres comment Dunk devient un chevalier. Y est-tu un chevalier ou y est-tu pas un chevalier? Est-ce que Harlan l'a nommé chevalier pour de vrai avant de mourir? Pas. Dans les livres, c'est pas clair. Dans la série, ils ont voulu nous mettre ça un peu plus simple, je pense, dans le sens qu'il a pas été nommé chevalier, il a décidé qu'il l'était. C'est ce qu'on a de l'air de nous avoir présenté, c'est ce que ça porte à penser. Il y a une des théories dans le fandom qui disait que Dunk s'est fâché après Sir Pennytree, après lui avoir demandé peut-être une énième fois s'il allait le nommer chevalier un jour. Peut-être Sir Pennytree lui a dit non, tu seras jamais chevalier, t'es trop idiot, puis de toute façon, t'es lowborn, puis tu peux pas X, Y, Z, tu seras pas chevalier. La théorie dans le fandom veut que Dunk, dans un excès de colère, a tué Sir Pennytree. Il l'a assassiné carrément, il a volé son matériel, puis il est devenu lui-même chevalier de cette façon-là. Donc, pas de façon très honorable finalement, mais que Dunk le regrette un peu, puis c'est pour ça qu'il essaye d'enfouir ça, puis de faire comme si c'était pas arrivé, puis de pas penser à ça. Cette théorie-là, euh, pas appréciée de tous, on dirait qu'ils ont retenu une petite partie dans la série finalement. Si Dunk a blessé
Sir Pennytree, il l'a pas assassiné, tué directement par vengeance ou dans un excès de colère. Peut-être il l'a blessé par accident, mais si le résultat, c'est quand même que Sir Pennytree est mort par les coups de Dunk, ben finalement, Dunk est quand même, d'une certaine façon, celui qui aura porté le coup qui va avoir tué Sir Harlan finalement. C'est peut-être ça dans la série qu'ils veulent nous emmener à comprendre. On comprend pendant les flashbacks que Dunk fait la narration de ce qui se représentait comme étant son maître en parlant avec certains lords pour essayer de leur faire se souvenir pour qu'ils puissent vouch pour lui. Il parle avec un Lord Florent, un Lord Ayford, que je suis pas trop certain c'est qui, à vrai dire, là, mais avec le Lord Ayford, il parle de la bataille de Red Grass Field. Ça, c'est quand même une bataille assez importante, assez épique, là, dans laquelle il y a une dizaine de milliers de morts. Euh, Ça serait la dernière grosse bataille de la première rébellion des Blackfire il y a 10 ou 12 ans. Dans cette bataille-là, Dunk dit que Sir Harlan se battait pour le House Ayford. Dans cette bataille-là, le père du Lord Ayford avec qui il parle serait mort. Et c'est dans cette bataille-là que le fils de Sir Harlan Pennytree, ou son neveu, je suis pas certain, c'est son fils ou son neveu, serait mort dans cette bataille-là, justement. Puis c'est après cette bataille-là, qui s'est passée il y a 10 ou 12 ans, que finalement Sir Harlan a trouvé Dunk à Flea Bottom, puis l'a recruté pour devenir son squire. Peut-être parce qu'il lui rappelait son neveu, peut-être parce qu'il lui rappelait si c'était son fils. Mais on sait que c'est un geste quand même généreux et altruiste que Sir Harlan a fait à ce moment-là. Le dernier Lord avec qui on voit que Dunk parle, c'est le Lord Léo Longthorn Tyrell. Ça serait un ancêtre de Marjorie, puis c'est le Lord, c'est le chef de Highgarden à ce moment-là. Donc, d'une certaine façon, si c'est pas des Targaryens qui sont au tournoi, c'est lui qui est le Lord le plus haut placé, si on veut. C'est House Ashford et Sworn to Lord Tyrell. Les Tyrell, comme on se souvient, dans Game of Thrones, c'est l'ancêtre de Marjorie puis Loras. Il y a un beau petit Easter egg aussi. On voit que Lord Tyrell, il chic des Sour Leaf dans cette scène-là. C'est des feuilles de... Bon, ça s'apparente un petit peu dans l'univers à du tabac ou du coca, peut-être. C'est pas clair dans le fond. On sait que les personnages, il y en a plusieurs dans les romans. Chic, cette feuille-là, ça donne de l'énergie, apaise les douleurs. C'est pas trop clair. Ce qu'on sait, c'est que ceux qui chiquent ça, ceux qui en mangent, ils finissent toujours à avoir la bouche rouge, comme s'il avait la bouche en sang. C'est la première fois qu'on le voit dans une des adaptations, qu'on voit un des personnages en manger. Kunk essaye fort de convaincre Lord Tyrell. On dirait que c'est pas mal un de ses derniers espoirs de le convaincre qu'il connaît Lord Pennytree, pas Lord Pennytree, le Sir Pennytree. Il essaie de le convaincre qu'il connaît, essayer de faire en sorte qu'il s'en souvienne. Il va même jusqu'à y dire que Lord Tyrell, il avait dit à Sir Harlan que les Edge Knights étaient le lien. Il faisait le pont entre les lords et le peuple, le small folk. Pourtant, tout ça, ça fait que Tyrell, il a l'air de s'en foutre carrément. Il l'aide pas en tout. Il finit en disant comme je me fous de toi, je sais pas t'es qui. Donc va-t'en. Egg, qui est avec Dunk à ce moment-là, se fait pas reconnaître encore une fois, même si Lord Tyrell, techniquement, l'a peut-être déjà vu à quelque part. Tu sais. Peut-être qu'il l'a déjà vu Egg à un événement ou un autre. Mais il se fait pas reconnaître du tout. La façon qu'il est habillé, la personne avec qui il est, finalement, ça fait que Lord Tyrell, il porte pas attention du tout au jeune qui est avec Dunk. Egg, il est toujours aussi straight to the point, là. Il demande directement à Dunk après, quand ils s'en vont les deux, après avoir été revirés de bord, il demande Was he a shit knight? C'était-tu vraiment quelqu'un de. C'était-tu vraiment un vrai chevalier, ton gars, tu sais? Donc, il est un petit peu blessé, on va dire, par cette remarque-là, mais en même temps, pour lui, non, c'était pas un shit knight, tu sais. Lui, il sait que c'est un vrai chevalier, il l'a vu aller travailler pour d'autres knights, pour d'autres lords,
Mais en même temps, il commence à se demander pourquoi il y a personne qui sait c'est qui. Tu sais, il commence à être sceptique. Il sait plus vraiment. Il veut se convaincre. Il dit que non, 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 il y a quelqu'un qui va se souvenir de lui, mais justement, il y a de la misère à trouver quelqu'un. Là, on voit que ça fait au moins 4 lords à qui il demande s'ils savent c'est qui, puis tout le monde leur virait de bord. Personne n'a voulu vraiment l'aider là-dedans, ou même, on dirait que les gens font même pas l'effort d'essayer de se souvenir. Mais comme on s'était parlé un petit peu avant, au nombre de personnes qui se battent dans ces batailles-là, ça se peut qu'ils se souviennent pas de lui de toute façon, là. Egg commence à voir à quel point c'est ordinaire la façon que les small folk se font traiter par les lords autour, tu sais. On voit qu'il est un petit peu il est un petit peu fâché, là. Il dit tu devrais t'en foutre de ce que ces High Lords là ils disent, embarquer dans le tournoi puis tu devrais aller défoncer le cul à Lord Tyrell. En gros, c'est ça qu'il dit. Et pendant que Dunk est en train de faire comprendre à Egg que c'est pas la place des small folk de se rebeller contre les High Lords comme ça, ben c'est là justement qu'on voit l'arrivée des bannières à dragon. Les Targaryens arrivent au tournoi. Et comme par hasard, à ce moment-là, Hank se trouve une excuse pour s'en aller. Il y a quelque chose à faire d'urgent, il faut qu'il s'en aille au camp ou quelque chose dans le genre. Fait que, il est capable de passer inaperçu au tournoi, entouré de marchands, de small folk, puis de n'importe qui, même de High Lord finalement, parce qu'on l'a vu que Baratheon l'a pas reconnu, que Tyrell le reconnaît pas non plus. Mais son frère, par exemple, son père, ça, c'est une autre histoire, là. Après ça, on a la scène dans la cour du petit château de Ashford. On voit que c'est pas King's Landing, là. On voit que c'est pas The Red Keep, là. Il y a une scène quand même assez comique. La présentation de Baelor quand le fils du roi arrive. Tu sais, il y a la grande présentation, là. Firstborn of Son, King Aaron the Good, Prince of Dragonstone, heir to the throne and end of the king, et son frère. Fait qu'à ce moment-là, on voit déjà que son frère, il doit être il doit être habitué déjà, Mancor, que son grand frère Baylor, c'est toujours le gars cool dans la pièce. Puis lui, quand il est là, ben il est juste de toute façon le sixième en ligne avant d'hériter du trône finalement. Il y a 4 Targaryens qui s'y arrivent en même temps au tournoi. C'est 4 nouveaux personnages, en fond, qui nous sont présentés à ce moment-là. Il y en a un, le dernier, Valar, le fils de Baelor, dans le fond, qui est un petit peu moins présent, un petit peu moins clairement présenté. On le voit, je pense, en fond. On le voit dans le fond d'une scène en arrière, puis sinon, ben, on le voit, il participe au tournoi le premier soir. Le premier qu'on voit qui nous est introduit, c'est Baelor Breakspear. C'est un personnage quand même assez. C'était quand même un personnage quand même assez cool dans le lore, là, dans l'histoire, là. Il y aurait un épisode carrément probablement à faire autour de lui, ou au moins une série d'épisodes à faire sur les rébellions des Blackfire, mais bon. En gros, c'est le prince numéro un. C'est le fils aîné du roi. Le roi qui est quand même le roi de shit, là, le roi que tout le monde aime. Tu sais, le Aaron the Good, c'est pas un roi guerrier, mais c'est un roi aimé par tout le monde, par les small folks. C'est un roi qui a emmené Dorne dans le royaume. Fait que, tu sais, c'est un roi quand même assez intéressant. Puis ce qui fait que Baylor, d'ailleurs, il a les cheveux bruns, il a pas les cheveux blancs comme toutes les autres, ben c'est que sa mère, elle vient de Dorne, c'est une Dornish. Fait que lui, dans le fond, il a les cheveux bruns comme sa mère. C'est une des raisons pour lesquelles lui, il est comme moins aimé aussi d'une certaine façon par certains Targaryens qui le voient comme étant un genre de bâtard, un genre de strong là, potentiellement. Fait qu'ils sont comme pas trop sûrs de sa lignée. C'est une des raisons pour lesquelles la rébellion a suivi. Mais bon, bref, en ce moment, lui, Baelor, il est End of the King. Donc, c'est comme le numéro 2 du roi. Il est juste, il est sage, il est aimé par tout le monde. C'est un grand guerrier en plus. Il est vraiment très apprécié là, dans l'univers à ce moment-là. Il y a son fils Valar, que je vous ai dit tantôt qu'on voit comme 5 secondes en tout dans l'épisode. Le deuxième qui nous est présenté, qui a la présentation un peu drôle quand il dit juste Ah, et son frère Maekar, ben c'est ça, lui c'est le frère numéro 4. C'est le quatrième fils du roi en ce moment.
Normalement, il est pas mal plus jeune que l'acteur qu'ils ont pris pour jouer Maker à ce moment-là, là. Déjà, c'est le plus jeune des quatre frères, donc il est supposé avoir autour de 30, 32, 35, quelque chose dans le genre. Le personnage, l'acteur qu'ils ont pris, qui joue le personnage en ce moment dans la série, il a plus l'air d'être proche de 60 ans, même que de 50 ans, là. Euh, il n'y a pas juste les cheveux qui font qu'il a l'air vieux, là. Oui, on pourrait dire c'est parce que c'est blanc, puis non, 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 il y a les... Oui, c'est blanc, ça peut être blanc Targaryen, mais il y a les traits d'un vieux monsieur quand même, là. Ton fils, c'est le troisième qu'on voit, là, c'est le 12 Aerion Targaryen. Celui qui prend Dunk pour un stable boy en partant, là. Justement, en partant, très désagréable, très arrogant. Exactement le genre de personnage que on n'aime pas. Même chose dans le roman, dans le comic, dans la série, ça peut pas être autrement, là, ça va être pareil. Le commentaire déjà qu'il fait à Dunk, qui est quand même drôle, là, d'ailleurs, en passant, là. Quand Dunk il dit non, non, je suis pas un stable boy, moi je suis un chevalier. Arion, il le regarde puis il dit bon, Knighthood has fallen on sad days. C'est vraiment méchant, c'est vraiment pas gentil pour Dunk. Mais d'une certaine façon, c'est un petit peu vrai dans le sens que dans l'univers de A Song of Ice and Fire, à ce moment-là, c'est dit que les chevaliers, finalement, il y en a des Edge Knights qui ont tendance à nommer d'autres Edge Knights pour des raisons X, Y, mais qui sont pas vraiment des chevaliers. Puis là, c'est sûr que ça peut faire débat parce que d'une certaine façon, on voit des chevaliers qui se comportent absolument pas comme des chevaliers dans Game of Thrones. Puis le fait de nommer un Edge Knight comme Dunk, de nommer un jeune orphelin paumé qui vient des slums de King's Landing, de le nommer chevalier, ça regarde pas bien pour la chevalerie en général, mais le fait que lui-même, Arion, soit un chevalier, ça regarde tellement mal aussi pour la chevalerie en général. Donc, un comme l'autre, il a raison, tu sais, il a raison. C'est vraiment des tristes jours pour la chevalerie quand t'as Arion qui est un chevalier, puis quand t'as du monde qui, comme Dunk, peuvent se proclamer eux-mêmes chevaliers parce qu'ils ont une épée, des chevaux et un bouclier, tu sais. Après ça, on a la scène où est-ce que Dunk rencontre les deux Kingsguard, les deux White Cloak. Il y a Sir Roland Crackall, puis il me semble que c'est Dale de Duskendale, je suis pas certain. C'est des beaux Kingsguard. Leur uniforme est vraiment déjà. Leur armure est blanche déjà. C'est une critique qu'il y a depuis le tout début des adaptations de A Song of Ice and Fire, là. Les armures sont toujours supposées être blanches, et ils n'ont jamais été blanches jusqu'à maintenant. Donc, je pense que George va être content de ça. C'est tant mieux. Les deux gars sont beaux aussi. On s'entend, là. Ils ont pris deux beaux gars, deux belles armures. C'est deux belles gueules, deux grands gars costauds qui ont l'air de parfaits chevaliers pour impressionner Dunk. Les autres deux sont au top pas mal de ce que Dunk, en tant que chevalier, peut rêver ou peut aspirer devenir. Euh, Ces deux gars-là, les Kingsguard en général, sont le summum de la chevalerie à Westeros. Lui, donc, au contraire, il est au bas de la chevalerie. Tu sais, il est au bas de la hiérarchie, de l'échelle de la chevalerie de Westeros. Eux sont au sommet. Tu sais. Ils ont une belle petite discussion qui est quand même comique parce que justement, ça revient à encore au caca. Non, la question du premier Kingsguard qui lui demande Is there a proper place to shit around here? Ce à quoi Dunk répond Pas vraiment, va falloir que tu fasses ça un peu nulle part comme tout le monde. Qui nous ramène justement à ben oui, c'est des Kingsguard, oui, ils sont des belles armures blanches, mais finalement, sont comme tout le monde, ils chient eux autres aussi, comme le roi, comme Dunk, comme n'importe qui. Ça nous ramène encore une fois à la scène du premier épisode de Dunk qui honorait l'arbre à côté duquel il avait enterré Sir Pennytree.
Mais aussi, les White Cloaks, les White Knights, ben justement, ils ont besoin de faire caca comme tout le monde, tu sais. Donc, finalement, quand il les regarde, quand il leur parle, il en vient peut-être même à se demander est-ce qu'il est si loin que ça d'eux à ce moment-là? Surtout quand le deuxième, il dit euh, celui de Duskendale lui raconte que son père est un pêcheur, tu sais, un pêcheur de crabes. Donc, il réalise, il dit, ben là, un pêcheur de crabes, c'est pas un Tyrell, tu sais, c'est pas un Baratheon, tu sais, finalement, c'est un gars un peu comme n'importe qui. Moi aussi, je pourrais devenir Kingsguard potentiellement. À ce moment-là, qu'il lui demande justement, hey, comment t'as fait comment qu'un fils de pêcheur fait pour devenir un Kingsguard? Puis lui de répondre tout bonnement, de la même façon qu'on devient un pêcheur. Ce qui est un petit peu ironique, ce qui est probablement faux aussi, parce qu'on entend plus tard que justement son père, c'est pas juste un pêcheur de crabes, c'est le propriétaire d'une flotte de pêcheurs de crabes. Qui l'argent a probablement joué un jeu dans le fait qu'il puisse devenir non seulement un chevalier reconnu, puis un chevalier qui s'en tire assez bien pour devenir un Kingsguard. Ne serait-ce que avoir des parents riches, ça permet d'avoir un entraîneur, quelqu'un qui va apprendre à te battre, t'apprendre à jouer faire des tournois, quelqu'un qui va t'apprendre les codes de la chevalerie, plutôt que toi qui l'apprends sur le side depuis une slum à King's Landing, tu sais. Bon, la prochaine scène, on a le plus gros changement d'adaptation du livre vers la série jusqu'à maintenant. Le moment dans le livre où est-ce que Dunk finit par parler à Baylor est quand même assez différent que ça, là. Dans la série, ce qu'on comprend, c'est que Dunk a décidé, il a pris l'initiative d'aller voir le roi, de s'essayer pour aller demander s'il se souvient de son maître. Dans le livre, Dunk n'aurait pas osé faire ça. Puis je trouve que ça fait pas tant que ça avec le personnage qu'on a déjà dans la série depuis le début. Le personnage, la façon qu'ils nous l'ont dépeint, je sais pas s'il aurait osé sneak dans le château de Ashford pour aller parler à Baylor. Tu sais. Je trouve que c'est moins fidèle à de la façon que Dunk nous est dépeint depuis le début. Dans le livre, je trouve que c'est quand même pas mal meilleur parce que dans le livre, ça se fait par hasard. Dunk tombe par hasard sur deux personnes. Il se met à discuter avec eux, puis finalement, c'est comique parce qu'il réalise qu'il est en train de parler avec le prince héritier, avec le fils du roi, tu sais. À ce moment-là, ça fait encore plus dans l'esprit que Dunk donne d'être sans malice, sans arrière-pensée, sans mauvaise intention, juste d'être là par hasard, honnêtement, puis d'exposer son problème dans la série, comme il nous le présente maintenant. Mais veut pas, il a fallu qu'il prévoie un petit peu son coup pour se ramasser dans la salle. Ben, c'est pas la salle du trône, mais dans la salle du Lord de Ashford, où est-ce que les Targaryens se sont installés, on va dire. Il a fallu qu'ils se disent, bon, je prends mon courage, puis j'y vais jusque-là pour aller leur parler. Dans la série de romans, dans la série, même jusqu'à maintenant, le seul moment, on dirait, où est-ce que Dunk avait pris une initiative de cette façon-là, c'était comme quand il a décidé qu'il devenait chevalier. Parce qu'après ça, à partir de quand il a décidé qu'il devenait chevalier, puis qu'il allait à Ashford, puis qu'il allait se présenter au tournoi, puis il allait compétitionner, puis il allait gagner, puis se faire un nom, tout le reste, après, on dirait que c'est tout arrivé par hasard devant lui, tu sais. Tout s'est fait comme, tout s'est bien enligné, sans qu'il y ait eu besoin de jouer au ratoureux un petit peu, tu sais. Là, ça s'est fait d'une façon un petit peu différente. Je sais pas pourquoi ils l'ont adapté comme ça. Peut-être qu'on va avoir une réponse, mais pour l'instant, c'est vraiment le plus gros changement qu'on a avec l'adaptation. Au début de la scène, pendant qu'il espionne, entre guillemets, les Targaryens, on a beaucoup de stock, on a beaucoup de personnages qu'ils nous ont donnés. On a une petite conversation entre Baylor et Mécor qui est quand même très intéressante, parce qu'il se dit beaucoup de choses en peu de temps. On entend la discussion
quand on commence à entendre la discussion, Dunk arrive, puis Maker est en train de parler comme quoi il a pas le goût d'être là, tu sais. Il a pas le goût d'être ici, à cette shit tournée-là. C'est quand même comique parce que pendant qu'il dit j'ai pas le goût d'être ici dans cette place de marde-là, ben t'as Lord Ashford qui est à côté, tu sais. Puis lui, Lord Ashford veut pas, il organise ce tournoi-là parce que pour lui, pour sa famille, pour son petit bled, c'est une occasion rêvée, tu sais. C'est comme si une petite ville accueille les Olympiques, tu sais. C'est le moment de te faire voir par les grands lords, c'est le moment de faire des relations, de faire une belle publicité à ta famille, une belle publicité à ton château, à ton village, à ce que tu peux faire. Fait que, tu sais, pour lui, ça représente probablement tout ce qu'il essaye de faire, tout ce qu'il peut faire, ça représente le summum de son jeu dans le Game of Thrones à Lord Ashford. C'est à ce moment-là que ça se fait. C'est quand même comique d'entendre Maker dire qu'il a pas le goût d'être à cette shit tournée-là, tu sais. Dans le fond, c'est le roi qui a obligé ses fils à participer au, au Miserable Circus, comme Maker a dit. Euh, c'est parce que dans le fond, à ce moment-là, comme on s'était dit un petit peu, les Targaryens, ils ont vraiment plus l'influence qu'ils avaient avant. Tu sais, les Targaryens avec des dragons, ça se présente pas un tournoi comme ça. Tu sais. Les Targaryens sans dragon, ben, c'est obligé de se présenter dans les tournois. C'est obligé de parler avec les Lesser Lords. C'est obligé de faire preuve de bonne volonté, d'obligé de se présenter, d'être vu avec les autres. Tu sais. Alors que 100 ans plus tôt, à l'époque de House of the Dragon, quand les Targaryens étaient vraiment au sommet de leur puissance, ils se seraient pas abaissés à aller participer dans un tournoi, dans un petit bled perdu comme ça, dans le fond du Reach. Peut-être ils auraient participé dans un tournoi à Highgarden ou dans un tournoi, certainement, dans un grand tournoi fait par un High Lord à Storm's End, oui, mais dans un petit tournoi à Ashford, un petit château comme ça, il ne serait pas allé là. Les commentaires, disons-le, critiques envers Ashford et les que Maker fait, dans le fond, hein, qui dit qu'il a pas le goût d'être là, sont comme un peu entremêlés avec la conversation qui raconte que deux des fils de Maker ont disparu, dans le fond. Euh, il y a Daeron qui était supposé participer au tournoi et qui est son premier fils, son aîné, et Aegon, qui est le quatrième fils, qui est le dernier, dans le fond. Aaron, c'est celui qu'on a vu à l'auberge dans l'épisode 1. C'est celui qui était complètement sous, la tête à côté sur la table, puis qui s'est mis à avertir Dunk de se tenir loin de lui parce qu'il avait rêvé à lui, puis il voulait pas qu'il se tienne là. Et dans le fond, Aegon, ben, c'est Egg, comme on sait, qui était là à l'auberge avec son frère à ce moment-là. Il devait lui aussi participer au tournoi en tant qu'écuyer pour son grand frère. Fait que Egg avait vraiment le goût d'être là. Tu sais, il avait le goût d'être Squire pour la première fois. Il avait le goût de participer au tournoi, de voir comment ça se passe, puis de. Mais son frère, lui, c'est ça, ça il tentait pas trop d'être là, là. Fait que Egg était là, Egg était déçu. Son frère, il a décidé qu'il passait la fin de semaine à l'auberge à la place plutôt que de se rendre là. Donc, Egg, c'est sûr que lui, en tant que petit gars, bon, jouer au chevalier, voir le tournoi, c'est quand même bien le fun. Puis son grand frère, dans le fond, son grand frère Daron, lui, il a-tu déjà participé à un tournoi avant? Ça, on le sait pas trop. Ce qu'on sait, c'est que entre la perspective de boire du vin puis de wench dans un auberge ou peut-être risquer sa vie dans un tournoi, lui, pour lui, le choix était clair, même si son père y avait ordonné d'aller participer au tournoi. Daron, on sait que dans le fond, c'est un dreamer. De par la conversation qu'il y a eue avec Dunk dans l'auberge, on sait il fait des rêves. C'est un rêveur, un peu comme plusieurs Targaryens le sont. Il fait des rêves prémonitoires. Euh, c'est probablement un petit peu comme Helena, dans le fond, la fille de Alicent puis Viserys dans House of the Dragon. Elle a des rêves constamment, des prémonitions qu'elle sait pas comment interpréter. Puis, un moment donné, à force d'avoir des rêves comme ça, elle finit
finit par avoir de la misère à dealer avec la réalité quand tous ses rêves se superposent un à l'autre. Tu sais, quand que Elena, on le sait qu'elle voit plusieurs membres de sa famille mourir probablement de façon récurrente. Puis on voit que le personnage est un petit peu spécial, là. Tout le monde la trouve un petit peu bizarre, même quand elle est enfant. Mais probablement que des rêves comme ça, euh, euh, récurrents, back à back, dans lesquels tu vois des catastrophes arriver à ta famille, ça doit jouer un petit peu sur ton santé mentale, là. Donc on se doute que Daron est probablement figé par ça. Puis, peut-être que sa façon de dealer avec ça, justement, ben, c'est de se noyer un petit peu dans l'alcool, là. On sait que Helena était comme ça. On sait que son père, Viserys, avait des visions comme ça, mais c'était probablement moins intense. On sait que dans l'univers de House of the Dragon, puis dans l'univers des Targaryen en général, il y a plusieurs personnages comme ça qui ont des rêves, oui, de temps en temps, mais il y en a qui on les appelle justement des dreamers parce que eux, ils en ont comme non-stop, là. Ils en ont régulièrement, intensément. Dans la conversation que Baelor a avec son frère Maekar, il lui fait remarquer que c'était prévisible que Darren préfère ne pas être là, tu sais, que sa place, c'est pas là. Dans le fond, Maekar, il y a comme la phrase quand même épique là, de dire By which you mean he'd sooner ride a horse than a horse, ce qui est probablement le cas, tu sais. On ne sait pas la réputation qu'il a à ce moment-là, mais c'est ça qu'on a de l'air à comprendre. Son père est assez dur, par exemple, avec son fils, là. Tu sais, il dit une phrase qui ressemble à genre si je réussis pas à faire un homme de lui ou à le redresser, tu sais, ben finalement je vais le tuer. C'est pas vrai que ça va être lui mon héritier, tu sais, mon firstborn qui va me succéder, tu sais. Ça fait un petit peu penser à le père de Samuel Tarly dans Game of Thrones, tu sais, qui finalement tellement déçu de son fils qui aime mieux lire puis apprendre puis qui est un petit peu plus intellectuel dans la série qu'un guerrier finalement. Il veut faire tout ce qu'il peut pour s'assurer que ce soit pas lui l'héritier des Tarly, tu sais, puis ça sera pas lui qui va hériter de Horn Hill finalement. Fait qu'il menace carrément à son fils de l'emmener à la chasse puis de dire on va aller à la chasse ensemble, mais tu vas mourir d'un accident, tu sais, tu reviendras pas. Je vais dire à ta mère que t'es tombé puis que t'es mort. Sinon, ton alternative, c'est de t'en aller au mur, t'en aller au wall dans le nord, puis de devenir un homme là-bas, tu sais. Il est assez dur, disons, avec son fils, là. Un petit peu comme on pourrait dire Tywin, il est dur avec ses enfants aussi. Bon, ça a l'air d'être quelque chose ça a l'air d'être une valeur qui est répandue un petit peu dans l'univers, là, dans le sens que les lords, ils veulent que leurs fils soient des guerriers, soit masculins, soit virils, puissants, forts, des fiers représentants de la famille. Et quand ben, ils sont pas à cette hauteur-là, euh, c'est très mal vu, là. Puis c'est assez mal vu que ça peut mener à une fin assez tragique pour les enfants. Bon, ce qui fait que cette conversation-là est aussi intéressante puis riche, c'est que, comme je vous disais, il y a plusieurs personnages qui sont mentionnés, plusieurs personnages qu'on n'a pas vus, là. Deux des personnages d'ailleurs qui sont juste mentionnés en 2 secondes, c'est les deux frères de Maekar et de Baelor, dans le fond. Daron, il dit, pas Daron, excusez, Baelor, il dit, Daron belongs in a tournament as much as Aerys or Rhaegal. Ça, c'est leurs deux frères à eux, tu sais. Puis eux autres même, Baylor et Maekar, quand ils en parlent, ils sont tout à fait conscients que leurs deux frères, ben justement, sont pas comme eux, tu sais, sont pas réguliers, disons. Le deuxième frère, le deuxième de la fratrie, disons, le deuxième plus vieux, Eris, qui s'appelle, lui est obsédé par les livres et les prophéties. Fait qu'il passe toutes ses journées, toute sa vie dans la bibliothèque de la Red Keep à lire des vieux écrits, puis à lire des prophéties, puis des livres qui ont été écrits par leurs ancêtres, par les Targaryens, depuis que Aegon le Conqueror est arrivé. Il lit aussi des livres qui parlent
les First Men, puis qu'est-ce qui se passe au-delà du mur, tu sais. Fait qu'on sait que lui, probablement qu'il est un rêveur aussi. Euh, on n'a pas son point de vue vraiment, on n'a pas de photo de lui, on sait pas trop de quoi il a de l'air. Je pense qu'il y a un dessin qui parle de lui dans le livre d'histoire de A World of Ice and Fire. En gros, il parle de lui un petit peu, mais pas tant que ça, là. Ça fait partie de l'histoire qui est pas si développée que ça par Martin, George R. R. Martin, dans le fond. On sait que lui il est marié, mais qu'il y a comme pas d'intérêt envers sa femme finalement, là. Le mariage est-tu consommé, c'est pas clair. On sait que lui, dans le fond, c'est pas, il a pas sa place dans un tournoi finalement. C'est ça qu'il est en train de dire. Puis le troisième fils, Rhaegal, ben lui, dans le fond, il a un problème de santé mentale, là. Il est probablement fou. On sait que depuis Aegon le Conquérant, les Targaryens se reproduisent entre eux traditionnellement. Bon, déjà, c'est un petit peu louche, mais en même temps, c'est défendu comme ils gardent le sang du dragon pur entre eux. Ça leur évite de partager le pouvoir puis la capacité de chevaucher des dragons. Parce que une théorie veut qu'il y a juste quelqu'un avec du sang de Targaryen qui peut chevaucher un dragon, donc ça leur évite de partager ça avec les autres familles de Westeros. Tout ça, c'est bien beau en théorie, là, mais dans la réalité, ça fait en sorte que, à force de se reproduire entre eux, ben, il y a des torts génétiques qui se développent, puis finalement, les Targaryens sont très susceptibles à ça, là. Comme Cersei le dit dans Game of Thrones, chaque fois qu'un Targaryen est né, finalement, c'est comme tirer à pile face, là, savoir s'il va être sain d'esprit ou s'il va être prompt à devenir fou rapidement. Donc c'est ça, Rhaegal, finalement, il y a des problèmes, là. Il y a des problèmes psychiatriques, probablement. Il est considéré comme sweet and gentle, mais il a la réputation aussi de se promener tout nu dans la Red Keep, tu sais. Fait que il aurait pas sa place en tant que représentant digne des Targaryens à ce tournoi-là, tu sais. Puis c'est pour ça que dans le fond que Baylor il dit à Maekar, tu sais, ton fils, ton aîné, il a pas sa place ici, tu sais. C'est pas là qu'il aurait dû être. On dirait que Maekar, lui, a de la misère avec ça, tu sais, accepter que première, peut-être son fils, son aîné, ben c'est un dreamer, puis il est pas un digne représentant de la masculinité Targaryen. C'est à peu près à ce moment-là de la conversation que Maekar remarque donc caché derrière un muret. Euh, donc s'en allait là-bas dans la série pour demander à Baelor de vouch pour lui. C'est comme Maekar qui le trouve, là, donc qui précipite la conversation, disons. Euh, Orlan Pennytree, lui, il avait dit à Dunk qu'il avait déjà affronté Baelor dans un tournoi. Ce qui est bon pour Dunk, finalement, c'est que Baylor s'en souvient. C'est assez incroyable, d'ailleurs, là. Son frère s'en rappellera pas, lui. C'est sûr que non, tu sais. Parce que pour Maekar, pour la plupart des nobles, finalement, ce qu'on comprend dans la série puis dans l'univers en général, c'est que pour eux, les commoners, les lowborn, le monde normal, le petit peuple, c'est pas très important, tu sais. Ils pensent même pas à les regarder, ils les prennent pas en compte, ils les prennent pas en considération. Donc, loin d'eux l'idée de se souvenir d'une personne comme ça, tu sais. C'est d'ailleurs ça qui permet à Aegon, le petit Squire, de ne pas se faire reconnaître par les lords quand il les croise. Ils portent même pas attention à l'écuyer du Edge Knight, tu sais, ils vont même pas le regarder, ils vont même pas penser que peut-être c'est quelqu'un qui pourrait être intéressant ou important. C'est une des raisons dans le livre d'histoire The World of Ice, A Song of Ice and Fire qui décrit pourquoi Baelor est tant aimé par le peuple, tant aimé par les commoners. Un bout qui est particulièrement savoureux, c'est quand il parle donc tout enjoué de voir que Baylor se souvient de Sir Arlen. Il dit oui, oui, il avait brisé 7 lances dans la bataille contre vous. Puis Baylor de dire ouais, non, les histoires ont tendance à être embellies avec le temps, mais c'était seulement 4 lances, tu sais. Ça revient encore un peu dans le thème de briser l'image que Dunk avait de son maître, tu sais. Personne, sauf le roi, se souvient de lui finalement. Tu sais, les Dondarrion, tout le monde à qui
Dunk a parlé de Sir Pennytree, personne ne se souvenait de lui, sauf le roi. Puis finalement, non seulement ça, mais il idéalisait tellement Pennytree que pour lui, c'était le modèle. Le modèle ne pouvait pas être autrement que d'être reconnu par tout le monde autour de lui dans sa tête. Mais finalement, il se rend compte que c'était une image que lui-même s'est construit de son maître, tu sais. Ce qui est quand même intéressant. Puis à propos de Ballard aussi, c'est qu'il nous raconte que il avait pris la peine, il avait peut-être pas pris la peine, mais il avait pas poussé après la victoire au tournoi contre Sir Arlen. Baylor avait pas poussé l'odieux de demander une rançon pour le cheval et l'armure. Parce qu'on s'entend, un Targaryen, ça a pas besoin d'argent. Même dans ce moment-là de leur dynastie, là, en général, ils sont pas pauvres. Ça représente quoi pour lui demander une rançon à un Edge Knight pour l'armure puis pour le cheval? Alors qu'on se doute bien que la plupart des autres lords l'auraient fait juste parce qu'ils peuvent le faire, tu sais, sans penser au fait que ça peut vraiment nuire à la vie puis mettre en péril la carrière de chevalier, disons, du Edge Knight qu'ils ont affronté et qu'ils ont vaincu. Au final, tous les autres chevaliers, tous les lords à qui Dunk a parlé, ils ont dit non, ils ont pas voulu l'aider. Ils se souvenaient pas de Sir Alan, puis ils faisaient pas tant d'efforts, on dirait, pour s'en souvenir, là. Le seul qui a dit oui, le seul qui s'en est souvenu de lui, ben c'est l'héritier, tu sais, c'est le prince, c'est le prochain roi. Le seul, peut-être, le seul vrai chevalier, finalement, on dirait que Dunk a croisé d'une certaine façon. On voit que Baylor, il a l'air surpris même quand il comprend qu'est-ce que Dunk venait voir, quand il comprend la situation, tu sais, il comprend pourquoi Dunk était là. Il a l'air content de pouvoir l'aider. Ça parle sur son personnage, tu sais, ça parle sur Baylor, cette situation-là. Probablement que lui, en tant que End, il doit être toujours entouré de Lord, tu sais, de joueurs finalement de la Game of Thrones, tu sais, des joueurs du jeu, comme des Littlefinger, des Varys, du monde qui veulent le manipuler, tirer leur épingle du jeu, tu sais, qui veulent tirer quelque chose du roi, qui veulent sortir quelque chose pour grandir eux-mêmes de leur côté. Alors que la demande, le problème de Dunk, il est simple, il est honnête. Encore une fois, le monde sont comme désemparés, sont comme adoucis par son honnêteté, sa simplicité. Un peu comme avec l'officier dans l'épisode 1, quand Dunk veut s'inscrire au tournoi, il réalise que Dunk est juste il est juste un bon Jack qui veut s'inscrire puis il est comme pas trop certain comment naviguer là-dedans. Ou alors les prostituées dans l'épisode 1, quand il rencontre Lionel, c'est un peu la même chose aussi. Plus tard dans l'épisode, c'est un peu la même chose avec le forgeron. Les gens voient Dunk pour qui il est, ils sont comme attendris par ça. T'sais, ils ont le goût de l'aider. Un autre moment qui est très drôle à la fin, c'est quand il dit à Mécor, comme pour terminer la conclusion, il dit Ah, c'est sûr qu'on va pas trouver tes enfants morts, tu sais. Mécor de se dire What the fuck? Qu'est-ce que tu viens de me dire, toi? Et finalement, la rencontre se termine quand Baylor remarque que Dunk a le même sigil, le même crest que son maître sur son bouclier, puis qui dit, ben là, vu que t'es pas son fils, t'es pas dans sa famille, t'as pas le droit de l'utiliser, faut que tu t'en fasses faire un autre. Donc, quitte la pièce à ce moment-là d'une façon un petit peu, d'une façon à la Dunk, finalement. Il quitte la pièce juste comme lui pourrait le faire. Après ça, on a la scène du spectacle de marionnettes. C'est pas le même spectacle que dans l'épisode précédent. On voit que Dunk a clairement un crush sur Damsel Toothall. Il regarde le spectacle, c'est cute. On voit que Egg apprécie aussi beaucoup le show. Il est assis avec les autres enfants. Il y a une petite scène où est-ce qu'on le voit finalement être un enfant comme les autres, puis apprécier le spectacle qui est devant eux. Après le spectacle, Dunk va voir Damsel. Il donne un petit peu de tip. Puis finalement, il lui demande si elle peut lui dessiner un nouveau sigil pour son bouclier. Donc, c'est bon, c'est comme Dunk finalement. Là, à ce moment-là, il avait même pas pensé qu'est-ce qu'il voulait comme sigil sur son bouclier. Donc, il improvise quelque chose avec Egg à ce moment-là. Ça va être le sigil qu'on voit, le classique, le bel arbre avec le coucher de soleil et l'étoile filante qui passe au-dessus. Ils décident ça ensemble sur le spot. Un petit peu de la même façon que Dunk, on dirait, a décidé dans l'épisode 1 sur le spot qui allait devenir un chevalier après la mort de Sir Arlen Pennytree. Après, on a la scène où est-ce que les deux prennent une bière. Cette scène-là n'est pas dans le livre, mais c'est une excellente scène. C'est un bon ajout qu'ils ont fait. Une bonne discussion entre les deux où est-ce que Egg finalement avoue que, bon,
Pour lui, la vie est pas facile, il est petit, il se sent diminué par rapport aux autres. Bon, il dit pas par rapport aux autres Targaryen, mais nous, on peut en déduire comme ça, là. Probablement en plus qu'il est comme, vu qu'il est le 10e en ligne pour devenir roi, là, il se sent comme un peu sans but, dépourvu, tu sais. Puis en plus qu'il est petit, il se dit, bon, ben je sais pas ma vie, ça va être quoi. Il est pas trop certain. Il s'ouvre d'une certaine façon auprès de Dunk. Puis au même moment, lui, Dunk, lui avoue que, ben, tu sais, lui, il se sent un peu comme un idiot. Puis il a tout le temps été comme ça, tu sais. Puis la scène est assez drôle quand Dunk lui dit ça. Egg s'attend à avoir une suite, tu sais, à avoir quelque chose de sagesse que peut-être son modèle, son chevalier pourrait lui dire, lui donner une leçon de vie. Fait qu'il est comme, et c'est quoi la suite de ton affaire? Puis à ce moment-là, donc, il a pas grand-chose à répondre. Il fait juste dire, c'est pas de tes affaires, ça. C'est mon problème, pas le tien. Après, on a une autre scène plutôt légère qui est pas dans la série non, qui est pas dans le livre non plus. Le jeu de cordes là, où est-ce que les deux tirent chacun, leurs deux équipes tirent chacun de leur côté. Lionel Baratheon vient chercher Dunk pour se joindre à lui dans son équipe. Bon, ça avait pas. Je pense pas que ça mène nulle part, cette scène-là. C'est juste un petit moment comique, là. Ce qui est particulièrement comique, d'ailleurs, c'est la scène qui est dit par Lionel à son équipe, là. If we lose this, I'll be drowning your firstborn, tu sais. Donc, c'est ça. C'est une petite scène légère, drôle, ajoutée pour ajouter un peu de camaraderie puis de légèreté dans l'épisode, là. Rien de plus, je pense. La prochaine scène, c'est où est-ce que Dunk va se trouver un armure. Il trouve le forgeron qui va être capable de lui faire quelque chose à sa taille, là. Celle de Harlan est trop petite pour lui. Le deal, l'échange qui est comme un, dans le fond, je t'emprunte l'armure jusqu'au lendemain, semble quand même être un bon deal, là. Le forgeron, il veut y vendre ça comme 750 silver. Finalement, il descend à 600 parce qu'il voit que Dunk a l'air d'un bon bougre, puis qu'il il vient pas le fatiguer puis le gosser avec des demandes spéciales. Probablement que ce forgeron-là, il est habitué là, de se faire dire ah, ton armure, ok, un plain, il n'y a pas grand-chose dessus, tu demandes cher pour qu'est-ce que c'est, tu sais, parce que justement, il n'y a pas de sigil dessus, il n'y a pas de fioriture, de décoration. C'est exactement ce que dit finalement le forgeron. Là. Lui, il vend des bonnes armures, il vend du bon stock, puis donc, il voit que donc, il n'a pas de l'air à vouloir justement des demandes extravagantes, il veut juste une bonne armure, puis il est juste comme un peu désemparé de voir qu'il est pas capable de s'acheter quelque chose. Donc, le forgeron lui fait un bon deal. Il y a un autre bout qui est exactement comme dans les livres puis le comic, là. C'est une bonne phrase. Dunk qui dit au forgeron, inquiète-toi pas, je vais venir te payer. Je suis venu ici pour devenir un champion. Puis le forgeron de le regarder avec ah ouais, bravo. Ben oui, toutes les autres qui sont venus ici, justement, sont venus pour t'applaudir, tu sais. L'ordre des scènes par rapport au livre, justement, est un petit peu inversé dans la série, là. Il va vendre son cheval puis celui d'Arlène un petit peu plus tôt. Il va chercher son armure un peu. Cette scène-là est suivie juste après quand Dunk va vendre son cheval. Finalement, il va le vendre dans une écurie, si on veut, dans le livre, c'est à peu près pour le même prix, là. C'est assez semblable, là. Il vend le cheval à peu près pour le prix que l'armure lui coûte, disons. Euh, C'est quand même une scène touchante, là. On voit que Dunk, il parlait au cheval depuis le début de la série, là. Sa job, c'était de s'occuper des chevaux, là. Fait que, tu sais, il devait avoir une bonne relation avec les chevals. C'était comme la relation qu'un humain aurait avec un chien de nos jours, si on veut, là. Il promet au cheval de retourner le chercher le lendemain si jamais son combat va bien, si jamais il réussit. Il se sent coupable, tu sais, il prend même la peine de payer pour que le cheval ait du grain le soir, puis même une pomme, tu sais. On voit que ça lui fait vraiment quelque chose d'être obligé de se séparer de son cheval, tu sais. Donc, il est vraiment all-in finalement dans ce tournoi-là, là. S'il perd, non seulement il a perdu le cheval, il peut pas le rattraper, mais il va perdre son armure aussi, donc il se ramasse finalement avec juste deux chevals, dont un qui est rendu vieux, un autre qui, oui, doit valoir quand même un bon montant, mais donc se ramasse avec plus rien finalement à part ces deux chevaux si jamais il perd le combat, là. Son avenir est en jeu dans le tournoi qui s'en vient. Après ça, Dunk et Neg prennent un autre verre finalement un peu plus tard dans la journée, avant que le tournoi il commence. Il dit qu'il espère gagner pour finalement peut-être être engagé par
bon, ben, t'es engagé par une grande famille, peut-être un great house à quelque part, ou ben donc, peut-être même par les Targaryens, tu sais. C'est là que la petite conversation avec elle qui lui dit que, voyons donc, comme si les Targaryens engageraient un Edge Knight à leur service, tu sais. Puis que dès Bunk de répondre justement, ben oui, pourquoi pas, il y a un des Kingsguard qui est un fils de Crabber, tu sais, donc c'est à la portée de tout le monde, moi aussi je peux me rendre là. Et Egg de le ramener sur Terre en lui disant, ben oui, c'est ça. Le fils de Crabber que tu parles, son père, il possède la plus grosse flotte de Crabber de toute Westeros, tu sais. Donc c'est un homme très riche et très puissant, tu sais. C'est pas un nobody qui vient des slums de King's Landing, tu sais. Donc, de pas comprendre encore une fois les indices de pourquoi Egg connaît tout ça, tu sais. Il demande How would you know that? Tu sais. Puis juste Egg de lui répondre I like fishing. Et enfin, le tournoi. Le tournoi commence le soir dans la série. Bon, pourquoi pas? C'est le matin dans le livre, mais pour qu'est-ce que ça change? Je trouve que ça fait une ambiance encore plus party, encore plus intense le soir, là. C'est quand même une scène assez extraordinaire. On voit qu'il y a beaucoup de monde quand même qui viennent voir le tournoi, là. J'en venais à me demander, c'est jamais mentionné, mais qui va voir ces tournois-là? Je sais qu'il y a bon, il y a les chevaliers, il y a leur entourage, il y a les lords du coin, des lords qui viennent d'un peu plus loin. Mais les small folk, est-ce qu'ils ils peuvent aller assister à ça? Ça donne l'impression que oui, tu sais, où est-ce que Dunk et Egg sont dans la foule, on a l'impression que les gens qui sont là, c'est probablement des paysans locaux, entre guillemets. Parce que eux, ils pourraient probablement se permettre d'aller à cet événement-là, tu sais, mais probablement qu'un paysan fait de base ne pourrait pas partir de loin puis voyager quelques jours pour aller jusque là-bas, tu sais. Donc finalement, c'est un événement, oui, national, dans le sens que plein de monde un peu partout de Westeros se ramasse là-bas. Mais finalement, les seuls small folk qui peuvent y assister, ben, il faut que tu sois assez proche pour que ça dérange pas ton travail de tous les jours, probablement. Tu sais, contrairement à un lord, tu prendras pas une semaine off pour aller participer au tournoi puis te préparer. Tu vas pouvoir y aller une journée ou deux ou y aller le soir, justement, comme ça, tu sais, si tu fais partie de la région, on va dire. C'est quand même le fun de voir les Knights performer, tu sais, puis chauffer la foule, un peu comme des combattants de lutte, tu sais. Le meilleur exemple, c'est Tully, tu sais, qui vient crier, tu sais, qui vient manger la tête du poisson, puis les autres, bon, c'est un petit peu moins grandiose, là. On voit quand même quelques sigils, quelques couleurs sur les boucliers qui nous laissent deviner un petit peu les participants. On sait qu'il y a, dans le livre, c'est décrit un petit peu plus. Là, on sait qu'il y a deux Ashford qui sont là. Euh, il y a Valar Targaryen, qui est le fils de Baelor, finalement. Il y a Lord Tyrell, qu'on a vu un petit peu plus tôt dans l'épisode. C'est Longthorn, Léo Longthorn Tyrell, qui est supposé être un des meilleurs joueurs, Jouster en anglais, je ne sais plus en français, un des meilleurs joueurs de tournoi, on va dire, qui est supposé être quelqu'un d'assez impressionnant à voir. On voit un shield de Hightower, il y a un Hightower qui est là aussi. Il y a un Lannister ou deux Lannister, je suis pas certain. On voit Baratheon aussi, Lionel Baratheon qui est là. Les armures, les boucliers, les casques, les costumes sont vraiment beaux, je trouve. Je trouve qu'ils sont vraiment forcés par rapport à Game of Thrones, là. Déjà dans House of the Dragon, ils avaient fait un beau travail. Puis là, je suis content de voir que malgré que le budget était plus tight, ils ont réussi à faire quelque chose de vraiment beau, tu sais. Visuellement, c'est quand même vraiment cool. Dans le livre, me semble, il y a quelqu'un qui vient de la vallée de Arryn, mais le grand absent, évidemment, c'est les Stark du Nord. Il n'y a pas de Bannermen du Nord vraiment qui sont là, à mon souvenir. Ned en parle justement dans la série de Game of Thrones, comme quoi comme quoi les Northmen, on va dire, vont pas dans les tournois pour pas montrer à leur adversaire de quoi ils sont capables. C'est seulement aussi que c'est pas culturel pour eux, là. Ça fait pas partie des. Déjà, la chevalerie est pas très présente dans le Nord. Ça fait partie du genre de choses que les gens du Nord ne s'adonnent pas. Pourtant, il y a le tournoi de Harrenhal avant la rébellion des Baratheons, qui est comme un petit peu, bon, il manque d'infos là-dessus un petit peu. Je sais pas pourquoi ils se ramassent là, mais en gros, des fois ils sont là. Peut-être qu'ils seraient là si c'était un plus gros tournoi, ça c'est pas clair, mais en tout cas, en ce moment-là, ils sont pas là.
La plupart des lords qu'on voit, ils viennent d'autour de Ashford ou de pas loin finalement. Il y a Tully qui viennent un peu plus loin, mais la plupart, ils viennent justement du Reach, les Lannister, les Stormsland. Euh, il n'y a pas de Dornish non plus. S'il y a quelqu'un de la vallée d'Iron, comme je disais, il y en a peut-être un. Des Riverlands, il n'y en a pas beaucoup non plus. Il n'y a pas de l'air d'avoir de monde des Iron Islands non plus. Donc, c'est quelque chose de plus local, ce tournoi-là, là. Dunk Egg assiste au spectacle, regarde qu'est-ce qui se passe. Il réalise le danger, par exemple. Les deux, un comme l'autre, là. Egg, en regardant ça, il se rend compte, on dirait, après un certain moment, que les squires de ces chevaliers-là, ils mesurent pas 4 pieds, là, tu sais. Ils sont quand même un peu plus grands, sont un peu plus costauds. Puis quand ils emmènent les lances, tu sais, quand le cheval a fini le premier tour, on va dire, il arrive au bout, il se retourne de bord, ça bouge, là, c'est pas relax, là, tu sais. Les chevals arrivent vite, les chevaliers sont comme let's go, donne-moi une lance, let's go, faut que ça roule, là. Fait que tu vois, les squires, ils arrivent rapidement, les écuyers avec des lances. Ils remplacent la lance de leur chevalier, ils redirigent le cheval, puis le cheval leur repart, puis let's go, puis faut que tu t'arranges pour pas te faire foncer dedans par le cheval aussi. Egg voit à ce moment-là qu'il est peut-être pas à la hauteur, il est peut-être plus prêt à faire ça. Mais bon, il l'oublie vite, puis il repart sur l'ambiance, il repart sur le party assez rapidement. Donc, lui, par exemple, à ce moment-là, il a une attaque de panique, on dirait, là, tu sais, il regarde tout ça aller, il regarde le monde jouer, il voit que, hey, c'est dangereux, là, t'as pas le goût de te ramasser dans le milieu de ça, tu sais. Lui, il a tout parié là-dessus. Il en a jamais fait. Il a jamais fait de tournoi avant, donc là, il en a peut-être vu, ça, c'est pas clair, mais on sait qu'il en a jamais fait. Alors que les lords qui sont là, c'est pas la première fois qu'ils font ça, premièrement. Et deuxièmement, ils se pratiquent depuis qu'ils sont enfants, si ça se trouve, là. Tu sais, il y avait il y avait des Weapon Masters, il devait avoir des professeurs qui leur montraient comment faire, qui leur ont montré à se battre depuis qu'ils sont tout petits. Là, en ce moment, il voit pas mal les meilleurs aussi. Tu sais, Longthorn Tyrell, il est quand même bien reconnu là-dedans. Il est quand même bon. On le voit que, je suis pas certain que c'est lui, mais on le voit qu'il se fait knocker un petit peu en bas de son cheval. Il ramasse un cheval qui passe par là, il se penche, ramasse son bouclier, puis il recommence. Tu sais, c'est quand même assez impressionnant. Tu sais, Tyrell est bon, il est supposé être le meilleur, mais quand même, tu sais. Ce ce qui m'a un petit peu déçu aussi, je vais pas vous le cacher, c'est que Lionel Baratheon est supposé être The Laughing Storm, tu sais. Il est supposé rire très fort pendant qu'il se bat comme ça, pendant qu'il joue. Ça fait partie de sa légende. Ça fait partie de ce sur quoi les gens le reconnaissent dans le monde de Westeros à ce moment-là. Mais bon, c'est le seul point négatif que j'ai trouvé dans cette scène-là, là. Sinon, j'ai trouvé ça quand même assez spectaculaire. J'ai vraiment apprécié beaucoup. J'espère que vous avez apprécié vous autres aussi, là. Il devrait en avoir d'autres. Je veux pas révéler de punch, mais il va en avoir d'autres. Ça va être beau, ça va être fun. L'épisode se finit de retour au camp. On sait que on sait que le tournoi doit être fini pour la journée. Je me demandais s'il n'y avait pas un party, par exemple. Je m'attendais à ce qu'il aille peut-être continuer la fête à quelque part, boire, danser avec Lionel Baratheon, mais bon, qui sait. La dernière scène de l'épisode, c'est son de retour au camp. Dunk est perdu dans ses pensées. Puis Egg, lui, il est en train de jouer au chevalier. Tu sais, il est en train justement il est en train de se prendre pour son oncle probablement ou pour son père, là, c'est pas clair. C'est la première fois qu'on a une mention des Blackfire, puis vraiment, oh my god, ça donne tellement le goût d'en entendre plus, là. Ça fait partie de l'histoire des Targaryens qui est peu décrite là encore là, dans le Fire and Blood ou si tu Blood and Fire, je suis pas certain, mais le premier des deux tomes s'arrête avant ça finalement. Ça, ça, ça donne l'eau à la bouche là. J'aimerais ça savoir un peu plus qu'est-ce qui s'est passé, avoir plus de détails, avoir plus de crunchy. C'est un bout de l'histoire de Westeros qui est assez cool là. Mais bon, Egg joue au chevalier. Donc, lui, par exemple, il est en plein questionnement existentiel.
Il est en train de penser à son maître, à Sir Pennytree, puis finalement, il se pose la question, Do great knight live in the edge? Do they die alone by the side of the road? Dans le sens que son maître, c'était peut-être pas un grand chevalier, finalement, tu sais. Il n'y avait pas d'amis, il y a personne qui se souvient vraiment de lui. Donc non, Arnold Pennytree il était plein de défauts, mais quand même, c'est lui qui a appris tout à Dunk, tu sais. Il a tout transmis, par exemple. Ça, faut lui donner à Sir Pennytree, là. Il a tout donné les bonnes valeurs du vrai chevalier à Dunk. Il a tout donné. Être honnête, protéger les faibles, être humble, être gentil, être l'image du chevalier, tu sais. Il l'a sauvé. Il l'a sauvé de sa vie d'orphelin itinérant à Flea Bottom, ce qui est pas rien, là, finalement. Il a donné. Il doit tout, finalement, à Sir Pennytree. Et oui, il est obligé de se dire à ce moment-là que ben, c'était pas un grand chevalier, il va pas passer à l'histoire, mais c'était une bonne personne. Et ça, c'est déjà bon. C'est déjà beaucoup. Parce que dans l'univers de A Song of Ice and Fire, là, euh, juste dans la série, là, maintenant, on le voit aussi. Là, on a vu Dondarrion, on a vu Tyrell, on a vu le fils de Maekar, tu sais, le Total 12. On en a vu plusieurs qui sont pas fins. Mais dans l'univers encore plus large de Song of Ice and Fire, tu sais, Jaime Lannister, c'était un chevalier. C'était un grand knight au moment où il a poussé Bran par la fenêtre, tu sais. Euh, Sir Gregor Clegane, c'est un chevalier aussi, tu sais, mais pourtant, il est terrible dans la série. Il tue des femmes, des enfants, il brûle des villages, il viole du monde. Dans les romans, il est encore pire, là, il est juste monstrueux, tu sais. Donc, lui, il réalise que tous ces nobles-là, tous ces lords-là, ils connaissaient pas Arlan. Même si lui, il les a aidés, même si lui, il s'est blessé pour eux, il s'est sacrifié pour eux, eux, ils se souviennent pas de lui, pas en tout. Mais ils devraient-tu se souvenir de lui, tu sais? Bon, est-ce que Arlan était vraiment un grand chevalier? Est-ce que la noblesse est synonyme de grand homme? Nous, on sait que non. Puis on va le voir d'ailleurs. Ça va être, on va le voir dans les prochains épisodes, là. C'est un beau bilan que Dunk fait à ce moment-là. On voit le chemin qu'il a fait déjà, de la façon qu'il a grandi dans les deux derniers épisodes. L'épisode finit justement avec Dunk qui mange du jerky, un peu comme on se disait, du hard salt beef. Au début de l'épisode, Dunk mangeait du jerky avec Sir Arlen, puis maintenant, Dunk mange du jerky avec Egg. L'épisode, moi, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. J'espère que vous l'avez aimé. J'espère que le public en général aime que HBO nous a fait. Tu sais. J'espère que le monde aime l'adaptation de Duncan Egg, parce que moi, j'aimerais vraiment beaucoup voir les prochaines saisons s'en venir. Je trouve qu'à date, c'est bien fait. Je trouve qu'à date, il se force. L'épisode est drôle. Bon, c'est encore léger. Je me demande ce que le monde qui ne savent pas ce qui s'en vient en pense. Je me demande qu'est-ce que le monde va finir par penser de cette série-là. Tu sais, je pense que déjà, les deux premiers épisodes, c'est un petit peu lent. C'est un petit peu, tu sais, c'est pas comme le premier épisode de Game of Thrones, justement, Bran se fait lancer par la fenêtre, tu sais. Fait que ça commence quand même intense. Là, ça commence un peu plus lent, c'est vrai. Nous autres, on sait ce qui s'en vient, tu sais. On sait que ça va devenir pas mal plus dark, pas mal assez vite, là. Probablement le prochain épisode, ça va devenir quand même un peu plus intense, là. Mais j'espère que le monde va donner une chance à l'émission, tu sais. La scène de tournoi à la fin de l'épisode, elle dure 3 ou 4 minutes en tout. Donc, c'est vraiment pas long. Mais pour vrai, c'est bien fait. C'est impressionnant. Le décor est écœurant. Les scènes en chevaux, les combats, les chevaliers qui se rentrent dedans, je trouve ça vraiment débile, tu sais. Euh, j'espère que le monde va avoir donné la chance à la série. On va voir. Pour conclure cet épisode de Game of Thrones Québec, je veux vous parler de ce que J.R.R. Martin a dit à propos de l'avenir de Duncan Egg. Dans une entrevue, il a dit qu'il est en train de je sais pas, ben, il est en train de planifier avec le studio
les prochaines histoires. Là, on sait qu'il y a déjà 3 romans de Duncan Egg d'écrits. Probablement que les 2 prochains, ça va être facile à adapter. Après, j'ai l'impression qu'il va pas écrire les livres en tant que tels pour les adapter. Il va probablement travailler avec le studio, j'espère en tout cas, là. Il va travailler probablement avec le studio à développer l'histoire du futur de Duncan Egg directement, plutôt que de passer par la version papier en premier. Finalement, une bonne partie de l'histoire de Westeros qui nous manque, c'est autour des rébellions des Blackfyre, justement, comme je vous disais tantôt, là. Veut pas, il y a 3, 4 rébellions, peut-être 5, je me souviens plus exactement. Rébellions différentes avec des Blackfyre dedans. La première se passe avant le tournoi de Ashford, 10 ans avant à peu près. Les 4 autres s'en viennent, tu sais. Donc, probablement que plutôt que de les écrire, il va vouloir les développer, puis on sait que Duncan Egg, ils font partie intégrante des événements qui vont s'en venir, tu sais. Donc, la suite de Fire and Blood, la suite des romans de Duncan Egg serait probablement plutôt faite directement en adaptation télé plutôt que de passer par les romans. Ce qui serait quand même assez cool, là. J'ai hâte de voir comment que Martin a l'intention de faire ça. C'était Game of Thrones Québec. On sait qu'à Westeros, les histoires finissent rarement bien. Mais si vous vous êtes rendu jusque-là dans l'épisode, vous êtes des vrais fans.